C'est parti, bonjour à toutes et bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui dans le cadre de l'émission Un petit moment avec Vincent Bouget. Vincent Bouget, secrétaire départemental du Parti communiste. Bonjour Vincent, comment vas-tu? Bonjour Patrick, écoute, moi ça va pas trop mal, ça va. Bon, ce confinement se passe bien, en famille sûrement? En famille, voilà, à la maison, ma femme télétravaille, mes filles sont actuellement en vacances et voilà, donc oui, en famille à la maison, ça va. C'est pour nous pas trop pénalisant, même si ça l'est pour tout le monde et on pense bien sûr à tous les gens pour qui le confinement est lui très désagréable. Tout à fait. Bon alors, on va jouer un petit peu de politique et du premier tour des élections. Donc pour le premier tour, le Parti communiste a obtenu, avec Jomenu, c'est ça, hein, c'est une liste plus large hein, c'est ça. Dans le Parti communiste, Voilà. Parce on est très divers dans la composition de la liste. Ouais, alors vous avez obtenu 15,68%. C'est ça. Alors, quelle réflexion tu tires de tout cela, de ce chiffre? Parce que, alors, est-ce que ça apparaît bien loin en ce moment, parce que dès le lendemain du premier tour, on est rentré dans un autre moment. On avait commencé à y rentrer d'ailleurs les jours, les semaines qui ont précédé. Et donc voilà, on est dans un autre moment, dans un autre monde en ce moment, mais bon, ça a été pour nous une satisfaction parce que on a eu le sentiment d'avoir été entendu, en tout cas par les Nîmois, une partie des Nîmois, ceux qui se sont déplacés. Et donc on a été assez satisfait de notre score, même si on ne veut pas s'arrêter là. Mais bon, je crois qu'aujourd'hui, on n'en est plus trop à parler des élections municipales. C'est vraiment pas la préoccupation première de tout le monde. Je te l'accorde. Bon, fallait-il conserver ces élections de ce premier tour? Je te pose la question comme je pose la question à tout le monde, à tous nos invités. A posteriori, il fallait pas. Ça, c'est une certitude maintenant. C'était beaucoup moins clair la semaine d'avant, même si l'intervention du président de la République le jeudi avant les élections, puis celle du Premier ministre, laissait à penser que le scrutin allait être annulé, puis il a été finalement maintenu. C'est difficile de savoir quelles sont les réalités après de l'épidémie à un moment T. On n'a pas tous les éléments, donc on a participé comme une partie faible de la population nîmoise à ce scrutin. Il faudra faire certainement une enquête pour savoir si c'était raisonnable de le maintenir. A posteriori, non, mais en même temps, il faut faire attention à pas juger les événements en fonction de ce qu'on connaît maintenant, et donc de pas réécrire l'histoire a posteriori. Donc il faudra se poser sur les responsabilités à ce moment-là, est-ce qu'il fallait faire ou pas. En tout cas, moi, à ma place, c'est difficile de le savoir, si ce n'est que de dire qu'à posteriori, effectivement, c'était pas une bonne idée. C'était pas une bonne idée. Bon, on n'oublie pas que tu es professeur d'histoire géo. Oui. Comment ça se passe avec Philippe Lamour, enfin pas avec Philippe Lamour, avec tes élèves? Comment ça se passe pour donner tes cours? C'est très compliqué parce que bon, il y a eu beaucoup d'engagement de la part des enseignants pour essayer de maintenir le contact, de continuer à produire des cours, à essayer de faire travailler les élèves dans les différents âges, puisque de l'école primaire jusqu'au lycée, même à la fac, ça s'est produit. C'est compliqué pour des raisons techniques, c'est compliqué parce qu'on n'a pas les élèves en face de soi, qu'il faut tout repenser, que les élèves donc sont pas forcément tous équipés, les profs non plus d'ailleurs, pour avoir ces cours en vidéo. On a eu beaucoup de retours d'élèves en disant qu'ils étaient surchargés de travail, parce qu'effectivement on a eu une forme de pression, parce qu'on a voulu faire comme si on pouvait fonctionner dans ce moment-là comme on le faisait avant, mais simplement en y ajoutant de la distance pour pouvoir tenir des examens de fin d'année. Donc il y a eu une forme de pression qui s'est exercée sur les enseignants et sur les élèves, et je pense que ça n'a pas été une très bonne chose. Bon, après on a fait ce qu'on a pu en essayant d'avoir les élèves qu'on pouvait avoir, parce que
parfois compliqué de les joindre. Moi, j'ai pas pu joindre tous les élèves. Il y a des cours qui se sont faits. J'en ai encore fait ce matin. J'ai pris quelques élèves en visioconférence pour expliquer un certain nombre de choses. Donc ça a pu se faire avec quelques élèves. Il y a des cours qui ont transité par mail. Bon voilà, il y a les conseils de classe qui se sont faits aussi virtuellement. Donc il y a eu beaucoup de travail, beaucoup plus de travail en fait, parce qu'il fallait résoudre les problématiques techniques. Et puis essayer de joindre tous les élèves, beaucoup plus de travail qu'en temps normal dans les 3 premières semaines de confinement. Là, ça s'est un peu calmé parce que c'est les vacances, mais oui, et je crois qu'il y a eu beaucoup de pression, donc je suis pas sûr qu'aujourd'hui il faille pas un peu relâcher cette pression pour que tout le monde, à mon avis, c'est la priorité. La priorité, c'est la santé et que tout le monde puisse vivre son confinement de la meilleure façon possible. Et je suis pas sûr que rajouter du stress au stress de la situation soit une bonne chose. Bon, alors concernant le bac, le gouvernement a décidé d'annuler les épreuves de ce bac. Les élèves qui auront travaillé sérieusement, qui auront eu une moyenne, par exemple 10 sur 20 toute l'année, seront récompensés par rapport à d'autres. Voilà, alors il va y avoir des jurys de bac qui vont se réunir, je ne sais pas sous quelle forme, mais en fin d'année pour évaluer en fonction du livret scolaire et donc des résultats obtenus lors des 2 premiers trimestres plus des résultats obtenus hors confinement, parce que les évaluations faites par le confinement, pendant le confinement, pardon, ne seront pas prises en compte. Et en fonction du livret scolaire, le bac sera donné ou pas, avec des possibilités de faire des rattrapages, je crois, à la rentrée. Je pense qu'après, les choses ne sont pas forcément figées dans le marbre et qu'il faudra voir en fonction de la situation sanitaire. D'accord. Donc alors pour la première fois, moi, enfin, je l'ai noté, la FCPE plutôt de gauche et la PEP plutôt de droite sont favorables à cette mesure. Et oui, mais en fait, c'est un large consensus parce que la réalité nous rattrape tous et qui fait qu'aujourd'hui, on n'a pas vraiment d'autre choix. Il est absolument invraisemblable de remettre aujourd'hui des élèves dans une salle de classe et dans une salle d'examen. Donc si on veut que les élèves puissent avoir un diplôme à la fin de l'année et de ne pas retarder de plus le cours de leur scolarité, il faut bien trouver un système. Et donc je crois que c'est la moins pire des solutions, mais c'est une solution qui doit rester, à mon avis, exceptionnelle. Je pense que c'est comme ça qu'est envisagé. Ah oui, mais alors, cela voudrait dire que pour le futur, ce serait peut-être acter cette solution, et ainsi la réforme du bac que souhaitait proposer le ministre de l'Éducation serait actée, comme je te disais. Oui, alors la réforme, elle était plus complexe, mais non, moi, ce que je redis, c'est que ça ne doit rester qu'une mesure exceptionnelle, et le bac, de ce point de vue-là, par un contrôle continu intégral, contrairement à ce qui est prévu dans la réforme qui a commencé pour les élèves de première. C'est un bac aussi qui peut apparaître comme inégalitaire en fonction des lycées, en fonction des profs, et donc voilà, ça perd la question de l'examen égalitaire, on va dire. Donc moi je pense que tout sera reposé tranquillement quand on aura le temps de le faire, et je pense que c'est pas parce qu'il y a ces situations exceptionnelles qu'on doit montrer maintenant notre accord sur la réforme du lycée. En tout cas, moi, ce ne sera pas le cas, mais bon nombre de collègues non plus. Et la réforme du bac telle qu'elle avait été envisagée et qui a posé un certain nombre de problèmes déjà cette année. Donc on verra. Là, l'urgence, c'est la situation sanitaire et de faire que ce soit le moins pénalisant pour tout le monde. Donc 2020, ce sera une génération qui n'aura pas passé les épreuves écrites du bac. On peut le confirmer, ça. C'est une évidence. Oui, alors ils ont passé les épreuves de français l'année dernière, en première, donc l'écrit et l'oral. Et en 2020, non, il n'y aura pas d'épreuves écrites terminale en terminale. Il y a pour l'instant l'oral de français qui est maintenu pour les élèves de première, mais bon, je pense qu'il faudra regarder. En tout cas, un certain nombre de syndicats se sont prononcés contre sa tenue,
parce qu'aujourd'hui, voilà, je pense que les conditions de préparation sont très inégalitaires, beaucoup plus que quand on est en classe. On sait très bien qu'il y a déjà des inégalités en temps normal entre les élèves, mais là, avec le confinement, les inégalités sociales sont révélées et accrues. Et donc, est-ce que c'est sérieux de maintenir un examen en fin d'année de première aujourd'hui? Moi, je ne crois pas. En tant que prof, quel conseil pourrais-tu donner, même pour les enfants de primaire, aux parents et aux enfants, pour essayer de bien travailler? Quel est parce que les enfants, les parents se trouvent un petit peu démunis sur l'éducation, sur tu l'as remarqué, sur l'éducation, sur la façon de faire travailler leurs enfants. Alors quel conseil pourrais-tu donner, toi, en tant que professeur? Je l'ai dit, je crois qu'il ne faut pas rajouter du stress au stress, donc il faut le prendre tranquillement déjà, parce que c'est pas évident aussi, les parents des fois des parents continuent de travailler, d'autres sont en télétravail, donc doivent assumer leur boulot à distance, plus toute l'intendance de la famille à avoir, et on sait que c'est plus compliqué aujourd'hui qu'en temps normal. Donc déjà surtout pas de se stresser, de le faire au rythme auquel on peut le faire, de pas se demander l'impossible, d'essayer de le faire le plus consciencieusement, et puis d'écouter beaucoup les enfants, et puis les conseils des enseignants, les enseignants du primaire notamment. Je vois pour mes filles, appellent régulièrement pour savoir si tout se passe bien. Donc oui, on voit bien que l'éducation nationale, telle qu'elle est construite, avec toutes ses lacunes et ses imperfections, et moi j'en suis conscient, et on les dénonce suffisamment, et c'est quand même mieux que quand on laisse l'éducation à la sphère privée, quoi. Et donc on a besoin d'enseignants, on a besoin d'écoles, encore plus, espérons que ça se passe. Mais donc moi je pense qu'il faut surtout pas de stress, et qu'on essaye d'apprendre autrement. Il y a des possibilités de jeux pédagogiques, il y a des possibilités de discussion, de voir des films qui peuvent être intéressants, de lire, même si c'est compliqué. Des fois, quand on n'a pas la tête à lire, on n'arrive pas à lire. D'écouter de la musique. Voilà, je pense qu'il faut faire. On a voulu faire comme si c'était normal, mais à la maison. Or, c'est pas normal la situation. Je pense qu'il faut inventer une façon de vivre le confinement qui permette à tous de se sentir bien, parce que sinon on rajoute du stress et de l'énervement dans les familles, et ça c'est pas bon. Bien, alors justement, les profs, vous êtes rémunérés par l'État. Qu'en est-il des vacataires? Les vacataires, ceux qui sont profs, ils ont un contrat à l'année, donc je pense qu'ils sont toujours payés parce qu'ils sont suivis de classe. Il faudrait vérifier, j'ai pas les informations précises, mais à partir du moment où vous êtes prof et embauché à l'année sur un contrat, vous suivez votre classe jusqu'au bout, et puisque vous êtes censé faire l'école depuis chez vous, donc je pense qu'ils sont toujours sous contrat. Il faudra vérifier quand même pour que tout le monde soit pas pénalisé, et que les personnels vacataires de l'éducation nationale puissent continuer à recevoir un salaire comme les autres. Bien. Alors, parlons un petit peu de ce qui nous perturbe, et heureusement qu'ils sont là et qu'elles sont là, et toutes ces personnes du côté du centre hospitalier. Depuis des années, les gouvernements successifs ont souhaité faire des économies sur les services, justement, hospitaliers. Alors, que ce soit sur la fermeture des lits, que ce soit sur le personnel soignant, il faudra bien qu'un jour, et à la fin de cette pandémie, il faudra bien se poser les bonnes questions. Ah oui, et puis ces questions-là, on les pose, nous, depuis un certain nombre d'années. Oui, parce que sous l'effet des injonctions à la fois de l'Union européenne et puis des gouvernements successifs, depuis maintenant 15 ans, l'hôpital public a été véritablement saigné par les politiques d'austérité, et les derniers mouvements sociaux, les mouvements de grève dans les urgences relevaient ça. Et il y a 2 ans, tout juste, on faisait le tour de France des hôpitaux avec les députés communistes dans toute la France, plus de 200
centre hospitalier avait été visité et Pierre Dharréville, qui est député des Bouches-du-Rhône, était venu dans le Gard. On avait fait l'hôpital d'Alès et puis l'hôpital de Nîmes. On avait rencontré à la fois les directions des hôpitaux, les personnels, les syndicats pour des échanges. On avait déjà noté que c'était à flux tendu, que c'était la politique du tout ambulatoire, la politique du flux tendu, déjà empêcher les personnels soignants de faire correctement leur métier. En tout cas, c'était la sensation qu'ils avaient. Parce qu'ils sont des personnels très dévoués, donc ils faisaient tout ce qu'ils pouvaient, mais ils avaient la sensation de ne pas pouvoir bien faire leur travail. Et on voit... Ah, ça a bugué. Et puis, plus que bugué, sous l'effet de la crise, parce que quand on a eu besoin de lits de réanimation, les 70 000 lits qui ont été fermés ces 15 dernières années, ils ont manqué. Ils ont manqué comme plein d'autres choses d'ailleurs. Ils ont manqué comme les respirateurs aujourd'hui, comme les protections. Les masques. Les masques, les surblouses. Et donc tout ça a manqué et donc l'austérité, le fait qu'on rogne sur ces services qui sont essentiels, permet pas de faire face aux crises et permettait même plus, je pense, ces derniers temps, de faire face aussi au quotidien pour beaucoup de soignants. Donc j'ai lu qu'il devait y avoir une commission d'enquête. Peux-tu nous en dire un peu plus justement du côté des communistes à l'Assemblée? Les députés communistes ont fait une demande de commission d'enquête sur la gestion de la crise sanitaire depuis le début. Donc une commission d'enquête de l'Assemblée nationale pour établir à la fois toutes les responsabilités, voir où il y a eu des défaillances, quel système il faut refondre, quels problèmes ont été soulevés. Justement pour permettre de faire une bonne analyse et d'éviter que ça se reproduise. Et je crois, j'espère que cette commission d'enquête va être acceptée, parce qu'il faut encore qu'elle le soit, parce que ça peut durer, c'est une commission d'enquête, ça peut durer 6 mois, donc on a besoin de s'y mettre dès maintenant, parce que je crois que gérer une crise et essayer de la gérer dans une sorte d'entraide, d'une solidarité générale, ça ne doit pas faire disparaître la démocratie, et qu'on a besoin de confiance pour gérer collectivement cette crise. On a besoin de confiance. Aujourd'hui, la confiance, elle manque dans beaucoup dans la population par rapport aux autorités. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à faire toute la lumière sur ce qui se passe, qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, pour comprendre pourquoi on est arrivé là. Bien, écoute, le temps passe très vite. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Alors, peux-tu passer un message que pour les personnes qui t'écoutent, tout simplement, un message souriant, un message d'espoir, de vie. Il faut y croire. Je crois qu'il faut y croire, et moi je voudrais d'abord adresser, mon plus profond respect pour toutes les personnes qui aujourd'hui sont engagées à la fois dans l'hôpital, dans les services publics, mais aussi tous ceux qui travaillent aujourd'hui pour assurer le minimum pour nous, et qui se mettent en danger parfois, qui sont très engagés. Toutes les associations, et notamment à Nîmes autour de l'association Humanime, qui collecte beaucoup pour permettre à des personnes qui sont isolées dans les quartiers d'avoir de quoi manger, parce que ça se pose aussi. Donc à tout cela, vraiment chapeau. Je pense que ces gestes de solidarité sont bons et que il faut qu'on garde espoir, mais ça sera long. Il faut le savoir. Il faut parce que le déconfinement, ça se décrète pas. Et aujourd'hui, je crois qu'on n'en est pas prêt. Loin de là, il manque des masques, il manque des tests, il manque plein de choses. Donc il faut qu'on arrive à survivre à cette situation du mieux possible, et donc il faut de la solidarité, et j'espère que la solidarité qui existe en bas, on va la retrouver bientôt dans les politiques qui seront menées en haut, voilà, à l'échelle de l'État, à l'échelle des collectivités. Certaines, en tout cas la plupart, je crois, des collectivités territoriales jouent le jeu. Moi, je crois que ça fait un peu défaut actuellement dans la politique menée par le gouvernement, et je me méfie aussi des lendemains qui peuvent être brutaux pour tous ceux qui voudront se rembourser, et pour tous ceux qui voudront continuer à faire des profits sans compter. Donc un message d'espoir, un message de vigilance, un message d'amitié à tous ceux qui peuvent écouter, en leur disant
ne pas stresser plus que ce qu'il ne faut, d'être vigilant, mais de vivre au mieux ces moments difficiles de confinement qui le sont pour tout le monde et qui le sont plus pour certains que pour d'autres. Et j'ai un dernier message que je m'arrête là parce que Vas-y. Quand je te vois plus à l'écran, c'est pas grave. Je sais plus si tu me fais, je sais pas si Non, je te fais pas de geste. Vas-y, continue. Non, un message parce que je pense qu'il faut qu'on soit conscient aussi de la crise sanitaire qui va frapper les pays pauvres, les pays du Sud en général, et certaines populations les plus fragilisées. Et là, ça va être beaucoup plus violent, parce que quand nous, on se dispute les masques entre pays riches, parce qu'on n'est plus en capacité de les produire, il faut savoir qu'il y en a plein qui ne pourront pas en avoir. Et donc, moi, ça me fait beaucoup de soucis, comme me fait beaucoup de soucis la crise économique qui risque d'avoir lieu, qui a commencé et qui va risque d'être dévastatrice. C'est le rapport d'Oxfam qui est sorti hier, qui prévoit que jusqu'à 10%, je crois, de la population mondiale va retomber en dessous du seuil de pauvreté, mettant la moitié de l'humanité en dessous du seuil de pauvreté. C'est des défis pour nous. Il y a des défis locaux, il y a des défis nationaux, et puis il y a des défis mondiaux. Et je crois qu'aujourd'hui, on est tous ensemble dans le même bateau. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Bien, moi je voulais te dire une dernière. Je voulais déjà te remercier d'être venu dans l'émission. Hein, c'est pas un tête-à-tête, c'est un petit moment avec Vincent Bouget. Ouais. Hein. Donc on a su un petit peu rebondir nous également. Et ça c'était important pour nous. Je voulais juste te dire que vous l'avez échappé belle parce que un tas de personnes qui ont participé à ces élections ont chopé ce virus. Notamment, nous allons le recevoir lundi, Karine Voincher, de la France Insoumise, elle sera à ta place dès lundi. Donc, j'ai appris ça, je lui adresse tous mes vœux je crois qu'elle est rétablie maintenant. Ça y est, elle est rétablie, donc. Ça peut durer encore, donc voilà, je l'ai su très tard. Il y en a eu d'autres, hein. Oui, sûrement. Il y en a eu d'autres dans le département. On a peut-être aussi attrapé sans en produire des symptômes, hein, ça il faut savoir, parce qu'il y a des gens qui sont asymptomatiques. Oui, après, il y a plein de gens qui ont été exposés, c'est sûr, voilà. Bien. Écoute, merci Vincent Bouget d'être venu dans l'émission. Merci Patrick. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt, et j'espère en vrai au W, comme ça Ah, très bien, oui. Nous aussi. Merci, puis restez-nous fidèles. Bye bye. Merci à France également pour son... Merci France. À très bientôt, bye bye.